Suite à cette vidéo, il y a eu un commentaire proposant de faire la même chose avec des orques. Eh ben, en vrai, ça pourrait être bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Deuxièmement, je rappelle que c'est purement et simplement un texte écrit par moi-même en essayant d'être objectif, même si je le sais, parfaitement imparfait. Et j'ai conscience que je prends les orques de Warhammer 40 000. Et oui, je sais aussi que la Terre dans cet univers, c'est Terra. Cette vidéo n'est que de la pure fiction basée sur cet univers de fiction. L'histoire tient sur un post-it. Notre société se serait développée sur une planète jamais découverte par l'Imperium. Et c'est tout. En cette année 2025 du calendrier grégorien, le soleil se lève à nouveau sur la France. Michel, agent du fisc à plein temps, traque depuis déjà 3 ans les déclarations suspectes. Bien qu'il y ait des hauts et des bas, le monde tourne comme il a toujours tourné, et cette journée semble bien être comme toutes les autres. À la pause café du matin, il se retrouve sur une terrasse et regarde vers le ciel et vit quelque chose, d'indistinct, le traverser en haute altitude. Il ne sait pas ce que c'est gros et pas commun. Il a à peine eu le temps de prendre une petite vidéo avec son téléphone que l'objet non identifié est déjà hors de vue. John, marine américain en stationnement dans une base à Djibouti, s'entraînait au stand de tir. Ça faisait un moment qu'il avait pas tiré et ça lui faisait du bien de se dérouiller un peu. Même si le gars a pas perdu la main, jusque-là il en a pas loupé une seule. Même sur des cibles à plus de 300 mètres, il reste solide et il se prépare à tirer à nouveau. Il prit une grande inspiration et visa la cible. Mais quelque chose éblouit et la balle partit bien à côté. Relevant les yeux pour distinguer ce qui a bien pu le gêner, il découvre une boule de feu incandescente traversant le ciel en direction du sud. Kwame, en route vers le marché de Blantyre, une ville au sud du Malawi, vit passer en très basse altitude un bloc de métal surchauffé par son entrée dans l'atmosphère. Il réalisa avec horreur qu'il allait sans doute s'écraser vers les champs et déclencher un feu inarrêtable. À peine eut-il réalisé qu'il se précipita en courant prévenir sa famille du danger imminent. Gruck, avec 2K, tout excité à bord de leur vaisseau simplement nommé Earl Speedy Costo, voyageait à la recherche d'une bonne bagarre quand leur big boss Zagrok, avec un seul cas, vit qu'il y avait des hommes sur cette planète et mit tous les propulseurs du vaisseau à pleine vitesse. Il devrait s'écraser dans quelques dizaines de secondes, le choc va probablement faire du tri. S'il y reste, bon, c'est pas grave, hein. Une chute libre à travers l'atmosphère comme dernière sensation, vous savez, c'est plutôt pas mal. Hein. Entre deux éclats de rire sous la sensation de la vitesse, il regardait autour de lui et voyait que tous les orques faisaient comme lui. Certains ils s'accrochaient même pas, ils voulaient juste être propulsés par le choc et démolir tout ce qui allait rencontrer leur masse de muscles surdéveloppés. Grux sourit au babine, il vit là une super idée. Il commença à lâcher le tuyau pour danser avec les boys quasiment en transe grâce à la vitesse. Vivant, il était vivant. Probablement un ou deux trucs de pété, mais ça l'empêcherait pas de taper sur des trucs. En plus, il y en a d'autres qui avaient eu un peu moins de chance, ça ferait plus à cogner pour lui. Et il va bien falloir prendre de la masse. C'est qu'un boy durant, mais le boss de sa bande, il est pas si gros que ça. Et par Gork, ou Mork, on sait pas, il était de plus en plus costaud. Un peu moins d'expérience, mais vous savez, un bâton qui fait boum à l'impact, t'as pas besoin d'être très précis. Il en a toujours 2 ou 3 à la ceinture et s'en sert de gourdin. Les hommes qu'il a déjà affrontés avec étaient trop surpris par cette tactique qu'ils baissaient leur garde. C'est pour ça que tous les orques leur reprochent de pas être logiques. Tu leur agites un truc bizarre sous le nez, ils lâchent tout et te regardent avec de grands yeux écarquillés. Néanmoins, il paraît que les gros mecs, eux, ils en ont absolument rien à carrer. À ce qui se dit, c'est des humains améliorés presque aussi costauds que des orques. Rien qu'à l'idée, Grut tressaillit-toi. Et, par Gork ou Mork, il espère bien en trouver sur cette planète. En se relevant tout sautillant, il remarqua qu'une de ses prothèses de main était pétée. Ah, bon, rien de grave, hein, les mécanos répareront ça avant qu'on reparte. Hein. Un très grand sourire aux babines et les gros saillants, il se dirigea vers le hangar des McBoys. Se rappelant avec émotion de sa toute première utilisation d'un truc qui boum, aujourd'hui il peut même plus se passer des bruits d'explosion. Et eux, le big boss, il le sait pas, mais une planque avec de quoi faire péter la moitié du vaisseau. Zagrok souriait à pleines dents, l'atterrissage était encore mieux que prévu. Il y repensait avec plaisir en se relevant. Mais subitement, insidieusement, la réflexion va gâcher sa joie. Elle lui disait réveille tes boys, territoire ennemi, machin bidule, ou que des trucs comme ça. Ouais, c'est bon, je vais m'en occuper, beugla-t-il en tapant sa tête contre un mur et un grotte passant un peu trop proche. Il alla dans le hangar principal là où la majorité de ses boys étaient rassemblés, il y beugla ses ordres. Rassemblez tout le monde, rafistolez les blessés, préparez buggy, camion et copter. Berdimir Poutus, président de la Fédération de Russie, était en alerte. Un objet volant, à première vue un météore, avait traversé l'espace aérien russe en très haute altitude. Mais les rapports montrent que ça semblait être un appareil plus ou moins volant. Bien qu'il était très méfiant, le fait qu'un diplomate américain insistait très fort pour avoir des explications sur ce truc avait le mérite de rassurer Poutus. Au moins, ils n'étaient pas à l'origine de cette chose. Selon certains rapports, elle se serait écrasée au sud du Malawi, un pays au sud de l'Afrique. Comme quoi, ça va agiter un peu tout le monde le temps de savoir ce que c'était, mais tout devrait rentrer dans l'ordre très rapidement. Kondwani, policier malawien de Blantyre, était appelé en urgence pour aller voir ce qui s'était écrasé à 20 km de leur ville.
Il serait accompagné par les pompiers, c'est un branle-bas de combat général, leur pays est basé sur l'agriculture, et un feu de forêt de grande ampleur serait un désastre absolu. En plus, la zone sud est très fertile, ça pourrait mener facilement toute la région à la famine. Dans un pays déjà très sensible aux fluctuations des récoltes, ils avaient vraiment pas besoin de ça. 30 minutes plus tard, en arrivant sur les lieux, de la fumée semblait provenir du site du crash, quand Douani commença à se demander dans quel bordel il s'était embarqué. Une fois assez proche, il distingua ce que c'était, une sorte d'immense bloc de métal assemblé ensemble. C'était chaotique et sacrément gros. Mais ce qui retint son attention, c'est l'attroupement au pied de ce truc, des créatures plus ou moins humanoïdes, aussi musculeuses que vertes et à bord de tout un tas de véhicules fumants et extrêmement bruyants. Le plus gros d'entre eux semblait beugler des trucs dans une langue incompréhensible, et quand il vit les forces de police arriver, il hurla et ils se mirent tous à foncer sur eux. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, 30 000 au bas mot, beaucoup encore accrochés à l'épave, d'autres assemblés dans la masse. La dizaine de policiers répartis dans 3 voitures et les 40 pompiers avec leurs 5 camions se rendirent rapidement compte que leurs intentions étaient tout sauf pacifiques, lorsqu'une munition de très gros calibre atterrit dans leur direction. Leur précision était désastreuse, mais un seul projectile a suffi pour immobiliser une voiture. Les occupants en sont sortis illico presto pour essayer de suivre le convoi en courant et fuir la marée verte. 2 d'entre eux ont continué de courir, espérant atteindre un salut qui ne viendrait pas. Les autres se sont cachés dans un buisson. L'un d'eux avait plutôt mal choisi sa planque et se retrouva sur la route de l'Hawaï, ou plutôt sous ses roues. Quant à lui, le convoi il avait beau prendre de la distance, les centaines de projectiles et la vitesse des véhicules les plus rapides mirent rapidement hors jeu tous les fuyards. Comme la première voiture, ils ont tous bien essayé de fuir ou de se cacher, mais ceux qui se sont fait choper sont devenus des travailleurs pour remplacer les grottes morts dans le crash ou ceux tabassés pendant le voyage. Tamala déposa un sac de maïs dans le fourgon venu chercher les marchandises de Blantyre. Quand un bruit étrange la fit se relever. Elle demanda à son collègue juste à côté. C'est quoi ça? Attends, on dirait des tirs. C'est lorsqu'un projectile gros comme son poing s'écrasa contre un mur faisant un trou gros comme sa tête qu'elle comprit que c'était bien réel. Et là, sa seule pensée c'était courir. Courir, et vite. Ça semblait être la meilleure option, personne n'avait vraiment envie de se trouver sur la route de ce qui arrivait, peu importe ce que ça pouvait bien être. Mais quand un véhicule, puant l'essence, traversa un bâtiment grâce à son bélier fixé à l'avant, qu'elle vit de ses yeux les créatures à la source de tout ce foutoir. Des monstres puissants, sauvages, un rire fou sur les babines, ils tiraient pratiquement à l'aveugle tellement ils étaient mauvais. Celui monté sur la mitrailleuse arrière du véhicule tirait une bonne vingtaine de cartouches plus ou moins autour de Tamala sans jamais la toucher. Heureusement pour elle d'ailleurs, il est peu probable qu'elle y survive. Deuxième coup de bol, on dirait bien que c'est pas des prédateurs. À peine s'était-elle enfuie que le véhicule continua sa route. Finalement, après mûre réflexion, il semblerait que jouer à cache-cache allait être son petit jeu pour les prochains jours. En 20 minutes, les peaux vertes avaient déjà traversé Blantyre, fracassant tout ce qui passait à portée. Pourtant, ça a pas empêché la bande de se faire profondément chier. Oui bon, c'est bien marrant 5 minutes de tirer et de foncer pleine bourre, mais faut quand même un petit truc, une petite bagarre quand même. Les pignouches maigrichons qu'on fait mine de résister se sont enfuis à peine ils voyaient la marée verte. Zagrok avait bien ordonné de capturer ce qu'on pouvait. Les orques allaient pas non plus retourner chaque table et ouvrir chaque tiroir pour choper des petits hommes affamés. Selon l'avis de Gruk, donc le meilleur avis de toute cette galaxie selon lui, ces hommes-là ils valaient même pas de la chair à fouettard. Ils tiendraient même pas une semaine. Oui ok, les grottes auraient de quoi bouffer, mais les 3/4 avaient déjà claqué dans l'atterrissage. Alors de son avis, à quoi bon perdre son temps pour choper de la future bouffe avariée? À vrai dire, les boys se sont même pas arrêtés, il y a que ceux qui avaient pas eu la chance d'avoir un véhicule qu'on fouillait un peu la ville pour en récupérer. Tout le reste ils ont foncé vers le nord. Et en quelques heures, la WAG avait atteint la capitale Lilongwe. C'était une vague qui avait clairement la flemme de s'arrêter, et pour une bonne raison. On se croirait dans la diagonale du vide, il y avait 3 péons au kilomètre carré. Alors les boys ont juste foncé tout droit jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Et enfin, pour la toute première fois, il y a de la bagarre. Les hommes ont rassemblé des gars pour résister un petit peu. Quelques barrages et 2-3 tanks ont essayé d'arrêter la WAG. Mais c'est encore des lâches, à peine ils ont tiré leur première selle qu'ils se sont carapatés. Mais Gruk comprit très rapidement pourquoi ils avaient filé quand il sentit l'odeur de la poudre et des explosions avant d'être projetés en l'air. Ces hommes-là, ils avaient eu le temps de miner le terrain. Effectivement, la terre avait été retournée il y a pas très longtemps. Il se releva, malheureusement son camion aura du mal à repartir et le conducteur va devoir passer chez les médicos pour récupérer des jambes. Pour la toute première fois, la WAG s'était arrêtée, surtout à cause des vociférations de Zagrok, jurant d'enfoncer son pied tellement profondément dans le derge du prochain qui faisait péter un camion, qu'il marchera à hauteur de grotte. Gruk, toujours avec 2K, cracha par terre. Pouf, bande de péteux, veulent même pas se battre. Le boss tourna la tête, il l'avait entendu et hurla que c'était pas un problème, et qu'ils allaient leur montrer comment que se battent les orques. Monté sur eux le plus gros camion, il fonça à travers le champ de mine avec un truc pour gratter le sol à l'avant, et tous les boys ont commencé à le suivre. Même s'il y avait un Kivolzom qui survolait les orques en tirant, les boys ils ont à peine eu le plaisir de l'arroser 5 secondes avant qu'une bastos réussisse à le toucher. Gruk rumina en se disant que les humes étaient vraiment pas logiques, même pas fichus de fabriquer des fourmis plus résistants qu'eux. Quant à la bataille qui s'ensuivit, elle fut assez courte. Les hommes semblaient pas trop s'attendre à ça. Même si chaque fenêtre cachait un gars ou une mitrailleuse, ça ralentissait même pas la marée verte. Ils leur fonçaient juste tout droit. Et soit les hommes s'étaient déjà enfuis,
soit il se faisait passer dessus par la WAG. Et en à peine 15 minutes, la ville était en proie au feu et au chaos. Mais heureusement, les hommes reçurent des renforts. Leur Kivol était super rapide et ils avaient des coptères capables de découper tout ce qui passait dans leur ligne de mire. Bon, c'est des trucs zombies toujours aussi fragiles, à peine les boys se sont concentrés dessus qu'ils ont fini par terre. Si tu veux, quand il y a même un Shockboy qui a traversé un camion zom avec sa fusée, le machin était moins solide que la tête d'un orc. Bon, en même temps, c'est pas surprenant, le truc le plus solide c'est toujours le truc orc. Mais à vrai dire, c'est surtout les gars au sol qui ont attiré l'attention. Même s'ils se sont dispersés dans la ville pour jouer du combat urbain et leurs petites embuscades un peu sournoises, au moins ils avaient le mérite d'être divertissants. La bande a combattu pendant un bon 3-4 heures. Et Grux s'est éclaté, il a fait péter une réserve de carburant, l'explosion lui a fait griller la couenne. Mais ça valait tellement le coup. Néanmoins, en se relevant, il vit un aigle peint sur la voiture d'un de ses hommes, des impériaux. C'est des impériaux! Chouette, se dit Grux. Ça veut dire plein de combats, et peut-être même des gros becs. Oh oui, j'espère qu'il y aura des gros becs. John n'en croyait pas ses yeux. En un mois, il avait jamais rien vu de tel. Les peaux vertes avaient repoussé l'armée américaine dans toute l'Afrique, mais ce territoire les intéressait pas. Il remontait toujours plus vers le nord, et alors qu'il avait rejoint les forces expéditionnaires envoyées aider les talibans pour défendre l'Afghanistan, territoire idéal pour la guérilla, tout du moins contre des humains, ces créatures avaient réussi à trouver leur planque. Enfin, on dirait plutôt qu'ils ont couru tout droit sans se poser de questions et les ont trouvés par hasard. Mais subitement, alors qu'il dégaina sa M4 et commença à arroser les orques, son arme ne trembla pas sous la déflagration interne des tirs, mais lâcha un rayon incandescent rouge écarlate qui eut bien plus d'effet que son misérable 5,56. Même s'il comprenait pas comment c'était arrivé, tous les Américains avec lui eurent le même résultat contrairement aux talibans. Et franchement, il se posa pas de questions, il préféra arroser jusqu'à ce que son chargeur soit vide. Ce qui mit étonnamment beaucoup de temps à se produire. Et aussi étrange qu'ait pu être cette intervention divine, ou coup de bol, ou donnez-lui le nom que vous voulez, Osef on respire encore, grâce à ça, il a pu repousser le groupe de peau verte en approche. Perdimir Poutus ruminait. L'Afghanistan aurait pu être à nouveau un rempart. Mais non, ces choses étaient inarrêtables. Elles ont juste couru tout droit à travers le pays, tapant sur tous ceux qui voulaient bien se battre, et repartaient illico presto. Ils avaient jamais cherché à conquérir ou gagner quoi que ce soit. Ils cherchaient juste à se battre. Et malgré toute l'aide internationale, dont celle massive de la Fédération espérant les empêcher d'atteindre le sol russe, ça les a pas empêchés de passer à travers. Maintenant, il y a des Américains qui se mettent à tirer des lasers au petit bonheur la chance, quand sans doute une divinité, qui a visiblement décidé de lui casser les noix très très fort, a envie de varier le plaisir. Tiens, soldat ricain numéro 382 633, tire des lasers. Et toi, 612 014, toi aussi, vas-y, éclate-toi. Toi, le 532 800. Non, tu déconnes, frère, je te laisse te démerder. À ce rythme-là, Moscou se fait passer dessus dans moins de 2 semaines. C'est la panique totale, tout le monde essaye de se carapater ou de sauver sa thune. La bourse a explosé, plus rien n'est stable. On a déjà vu des prix multipliés par 3 en un jour et divisés par 5 3 heures plus tard, pour de nouveau augmenter dans la demi-heure. D'ici 3 semaines, l'approvisionnement en carburant, ça va être une catastrophe et l'Afrique est dans un état pas possible. Mais bon, dans leur malheur, ils ont un peu de chance. Autant ils avaient vraiment pas besoin de ça, autant, au moins, ils ont l'avantage d'être assez ruraux et ont pas eu trop de problèmes à cause de ces peaux vertes. Ils ont juste couru tout droit et s'intéressaient pas trop aux fermes où il y avait 3 péons qui cultivaient les champs. Malheureusement, on rapporte aussi que des petits groupes de 3 ou 4 individus rôdent à droite à gauche. La majorité suit toujours la masse, mais ils sèment leurs congénères un peu partout. Néanmoins, la Russie c'est pas l'Afrique. Dans quel état sera-t-elle quand Moscou sera à feu et à sang? Et Saint-Pétersbourg? Et Novosibirsk? Et Ekaterinbourg ou Volgograd? Il en restera quoi après leur passage? Ok, ils laissent pas mal de survivants dans leur sillage, même si on rapporte des enlèvements. Le plus grave, ça reste les dégâts matériels. On a bien songé à l'arme nucléaire, mais faudrait les rassembler. Et hors de question que la Russie serve de sacrifice. Ils se consolent tant bien que mal en se disant qu'après la Russie, les pauvres vont pas s'arrêter en si bon chemin. Au moins tout le monde y aura droit. Quelle autre consolation à la con. Ouais, super, on va tous avoir les bras cassés, chouette. Il se répétait qu'il aurait dû envoyer une frappe atomique sans accord international. Frapper alors que la WAG, comme elle a été surnommée, se trouvait loin de toute ville, et juste faire péter une zone quasi inhabitée pour stopper ces créatures. Franchement, au vu des dégâts potentiels, on lui aurait vite pardonné. Mais personne n'a eu le courage, et au final lui non plus. Après tout, il avait un peu peur aussi, parce qu'il savait qu'à tout moment ça pouvait se retourner contre lui. Mais maintenant, c'est trop tard. Le général Vassili Gregorovitch savait ne pas avoir le choix. Les peaux vertes ont franchi la frontière, et si rien n'est fait, ils fonceront sur Moscou. Sa meilleure option, loin d'être la plus réjouissante, c'est de les perdre dans la toundra. Mais ensuite, que faire une fois là-bas? Une tête nucléaire si possible? Sinon ce sera que retarder l'inévitable.
Mais laisser ces créatures atteindre Moscou, c'est hors de question. Il se doit au moins d'essayer, quoi qu'il en coûte. En 12 heures, il rassembla une force mobile et des provisions pour un mois, et prépara un tracé de plusieurs chemins de secours pour éviter les villes et les villages. Sans aucun doute, ce plan est giga dangereux. En plus, il lui faudra le soutien de l'aviation et espérer ne pas se faire anéantir par leur puissance de feu. Sans même parler des imprévus, du manque de sommeil et une bonne gestion des distances entre eux et la force mobile. Allez, dans le meilleur des cas, la moitié des véhicules finissent hors jeu et l'équipage peut se cacher. Dans le pire... la WAG les rattrape, immobilise le convoi et les force à se battre. Et là, il n'y aura pas de miracle. Même si la marée verte a subi des pertes, elle est pas prête de s'arrêter. Si vous êtes encore là, déjà, merci à vous. Ensuite, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et commentez un truc comme Cassou les Gradous, tiens. Sachez que pour le référencement, les commentaires, ça aide de fou, vraiment. Si vous pouvez mettre un commentaire, mettez le truc le plus random qui vous passe par la tête, mais mettez-le, ça aide. Et je tenais à vous remercier, vraiment. En 10 mois de YouTube, j'ai eu vraiment très peu de mauvais commentaires. En plus, la majorité des critiques, elles étaient positives, et je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Sur ce, prenez soin de vous, et des bisous.